Bonsoir tout le monde et merci d'être si nombreux parmi nous ce soir à cette rencontre des Jeudis de Lima dans un contexte dramatique et évidemment on a une pensée pour les victimes et il n'y a qu'une seule façon justement pour résister à tous les fanatismes, c'est de pratiquer la culture et cette rencontre vient à point nommé justement pour nous montrer l'urgence de l'intervention culturelle et l'exposition que l'Institut du monde arabe accueille depuis un petit moment s'inscrit justement dans cette perspective, c'est-à-dire la valorisation de la vie humaine par l'art, et c'est tout un travail qui a été entrepris par une équipe que nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir. Évidemment, ils sont mieux placés que moi pour parler de ce travail. Et je remercie particulièrement Franck Gaudio, qui est le commissaire de l'exposition Osiris, d'avoir accepté de se prêter au jeu et de dialoguer avec vous et d'expliquer un peu toute cette épopée qu'il a vécue à travers, évidemment, son travail d'archéologue sous-marin. Je ne vais pas monopoliser la parole trop longtemps. Je voudrais juste vous dire que la semaine prochaine, on va avoir une rencontre avec Abdelnour Bidar dans le cycle des conférences qu'il a initié dans le cadre des Jeudis de Lima. Et je vous demande tout simplement de prêter attention un peu au programme qu'on va publier, puisqu'il y aura sûrement quelques modifications. Voilà, sans plus tarder, je passe la parole à Stéphanie Pioda, que je remercie vivement, qui a accepté d'animer cette rencontre. Et évidemment, je vous donne rendez-vous le 19 décembre, avec encore une fois Franck Gaudio qui va revenir. On va être peut-être abonné à Franck Gaudio qui va faire un peu des conférences pour accompagner cette exposition. Voilà. Donc merci encore une fois d'être si nombreux. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde, mais ça fait toujours plaisir et c'est une manière évidemment de résistance, de résister à toutes ces barbaries et à toutes ces exactions auxquelles on a assisté. Merci encore une fois et merci. Donc bonsoir à tous et donc bienvenue dans le royaume d'Osiris, perçu par le grand public comme le royaume des morts, de l'au-delà. Mais cette exposition nous rappelle finalement qu'Osiris n'est pas que cela et que la religion égyptienne est bien plus complexe que cela, et que lorsqu'il est le roi des morts, il est donc avec ses chairs noires, et là on va le percevoir avec des chairs vertes, puisqu'en fait il est celui qui va symboliser le mieux le cycle de la végétation et de la renaissance, lui qui a connu la vie, la mort et la renaissance. Ces chairs vertes sont celles qui sont invoquées lorsque la nature est appelée à renaître lors du mois de Koyak, donc le 4e mois de l'inondation, qui correspond à nos mois d'octobre-novembre, lorsque le fleuve nourricier va se retirer et qu'il va livrer aux paysans égyptiens une terre fertilisée par le limon et l'argile qu'il aura déposé. Donc dans les temples, pendant 19 jours, vont être célébrés ces mystères d'Osiris, qui vont devenir de plus en plus importants aux époques tardives, comme l'atteste finalement les sites fouillés par Franck Gaudio.
Donc l'objet de cette table ronde va être de découvrir, enfin de reprendre un petit peu la découverte de ce site, en quoi finalement le site permet d'aborder ces mystères qui sont justement par rapport aux témoignages que les sites ont livrés, Tony Serracléon, des témoignages qui sont inédits et qui permettent d'avoir une lecture différente, ou en tout cas complémentaire de ces mystères, et comment, à partir de ces mystères, qui finalement est un rite assez complexe, on peut le mettre en exposition à travers un parcours didactique qui va s'adresser au grand public, mais aussi aux spécialistes. Donc je vous présente les intervenants. Donc commençons par Franck Gaudiot, commissaire de l'exposition. Certains l'ont qualifié de sphinx archéologue. Article de l'Express. Il a été soutenu par l'éminent et regretté Jean Yoyotte. Il sonde les fonds marins depuis les années 80. Et donc après avoir sondé les Philippines, et donc avec une première exposition en 94 à la Halle de la Villette autour du San Diego, donc il a abordé, en tant que pionnier de l'archéologie sous-marine, l'Égypte, Alexandrie d'abord, en dans les traces donc d'Alexandre le Grand et de Pontus du port ancien. Quelques années après, donc on a ces deux villes à l'est d'Alexandrie, Canop, Tony Serracléon, qui retrouvent en fait leur place dans l'histoire après avoir été balayées au 8e siècle après Jésus-Christ. Il a créé l'Institut européen de l'archéologie sous-marine, la Far East Foundation for Nautical Archaeology aux Philippines, et il a cofondé le Oxford Center for Maritime Archaeology. Donc voilà. Martine Thomas-Bourgneuf, donc muséographe, conceptrice d'expositions thématiques depuis plus de 25 ans. Les projets importants qu'on peut citer, que vous avez suivis, sont les trésors d'Émile Guimet pour la réouverture du musée des Confluences à Lyon, donc l'année dernière, le musée d'Alba-la-Romaine en 2013, le musée de Bibracte 2011-2012, mais aussi Trésors engloutis d'Égypte, donc au Grand Palais en 2006, donc qui illustre un petit peu l'histoire ancienne, qui vous lie tous les deux pour cette histoire d'archéologie sous-marine. Ensuite, nous avons donc les deux scénographes, Sylvain Roca et Nicolas Groux, qui ont été donc en fait retenus après une mise en concurrence. Donc c'est une nouvelle collaboration, en tout cas pour cette équipe. Parmi les expositions importantes que vous avez réalisées ensemble, parce que vous avez des activités communes et des activités séparées, pour les activités communes, on a Migration divine au MUSEM, qui donc a été en juin 2015, Quartier au Grand Palais 2013, Vue d'en haut au Centre Pompidou-Metz, mais aussi Le Monde enchanté de Jacques Demy à la Cinémathèque française ou Degas nu au Musée d'Orsay en 2012. Voilà, donc pour resituer un petit peu le contexte des fouilles, est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter comment vous avez découvert Canop et Tony Serracléon? Oui, bonjour. Donc, en 1992, j'ai proposé aux autorités égyptiennes un projet de recherche globale sur 3 sites différents. Le Portus Magnus d'Alexandrie, le grand port d'Alexandrie, qui avait été manifestement englouti sous les flots de la Méditerranée, et la recherche de 3 villes, Canop, Tonis et Hérakléon, ces 3 villes étant citées dans des textes anciens, mais n'ayant jamais été retrouvées à terre. Dès le début du XIXe siècle, certains savants, comme Darécy, qui avait émis, du XXe siècle, pardon, l'hypothèse que ces villes auraient peut-être pu être englouties, car elles n'avaient jamais été découvertes à terre. Et en regardant les distances indiquées dans les textes anciens entre plusieurs sites, effectivement, on pouvait concevoir que des sites auraient pu disparaître sous la mer. Cela a été confirmé dès le milieu des années
1900 par des trouvailles faites par le prince Toussoum en baie d'Aboukir sur l'indication de pêcheurs qui lui avaient indiqué un site non loin de la côte où il avait retrouvé en 1935 des colonnes de granit et certains éléments de statuaire. Et donc, cela a prouvé que des sites pouvaient être engloutis. S'il y en avait proche de la côte, je me disais que peut-être il y en avait très loin de la côte. Et donc, dès 1992, nous avons commencé des prospections géophysiques en baie d'Alexandrie et nous avons pu très vite découvrir et assurer la topographie du grand Portus Magnus, du Portus Magnus d'Alexandrie. Et puis, en 1996, nous avons commencé ces prospections géophysiques en baie d'Aboukir, en couvrant tout l'ouest de la baie d'Aboukir, qui était la partie qui correspondait au vu des distances indiquées dans les textes anciens. Et ce n'est qu'en 3 ans après, électronique avec des instruments sophistiqués, notamment des magnétomètres à résonance magnétique nucléaire développés par le Commissariat à l'énergie atomique, des sonars à bande latérale, et ont généré des cartes. En 1999, nous avons pu mettre en évidence l'existence d'un gisement archéologique à 2 km des côtes. Et en commençant les fouilles en 1999, très vite, nous avons été capables de prouver que nous étions en présence du grand temple d'Osiris Sérapis de la ville de Canop, et donc que nous étions dans Canop, à 2 km des côtes. Ces fouilles, nous continuons. Ça marche? Oui. Nous... Physique. Bon. Bon. Nous avons continué, bien sûr, les prospections géophysiques, et en 2001, à 7 km des côtes actuelles de l'Égypte, nous avons repéré un gigantesque gisement archéologique complètement recouvert de sédiments. Et nous avons commencé ces fouilles dès le milieu de l'année 2001. Et la première chose que nous avons pu mettre en évidence, c'est l'existence d'un temple immense, avec des murs construits de blocs calcaires de 3 mètres de large qui s'étendaient sur 155 mètres de long. Et l'un des premiers monuments trouvés quand nous essayions de caractériser ce bâtiment a été un naos, c'est-à-dire une chapelle monolithe, une chapelle d'un bloc de pierre qui était en fait le saint du saint des temples égyptiens. Et nous avons eu l'extrême bonheur d'avoir une inscription sur ce naos. Et ce naos nous a donné le nom du temple. Alors, il faut revenir un peu dans le passé. En 1881, le grand Maspero fait des fouilles à terre en Égypte. Et il découvre une stèle qui s'appelle la stèle du décret de Canop. Stèle trilingue, hiéroglyphe, démotique, grec. Et dans le texte en hiéroglyphe, il est indiqué, parmi de nombreuses choses, une phrase essentielle pour nous, qui était un document majeur sur lequel j'ai fondé la recherche. C'était que tous les ans, l'avant-dernier jour de la célébration des mystères d'Osiris, le dieu sortait du temple de l'Amon-Guéreb pour aller en navigation sacrée jusqu'à son sanctuaire de la ville de Canop. Bien étrange indication. Les savants, à cette époque, se sont reportés, bien sûr, tout de suite au texte grec pour savoir qu'est-ce que c'était que ce temple de Amon-Guéreb, d'autant plus que ce temple de Amon-Guéreb, en fait, on en avait des indications. On savait que Amon-Guéreb, c'était
le dieu Amon, le plus grand dieu du panthéon égyptien, sous sa forme du dieu qui donnait au nouveau pharaon les titres de son pouvoir, temple de la continuité dynastique. Eh bien, dans la traduction grecque que portait cette stèle, la phrase « sort du temple de Amon-Guéreb » est traduite par « sort du grand temple de la ville d'Hérakléon ». Donc, dès le XIXe siècle, on savait que la ville d'Hérakléon possédait le temple d'Amon-Guéreb, le temple de la continuité dynastique. Quiconque trouvait la ville d'Hérakléon se devait de découvrir le temple de Amon-Guéreb, et inversement, si vous trouviez le temple de Amon-Guéreb, on était dans la ville d'Hérakléon. Eh bien, ce naos avait une inscription qui indiquait que c'était le saint du temple de l'Amon-Guéreb. Donc, dès le premier monument trouvé sur ce site, nous savions que nous étions dans le temple de Amon-Guéreb et donc à Hérakléon. Nous avions déjà trouvé Canope et nous étions très fiers d'avoir trouvé Hérakléon. Une semaine plus tard, en continuant les fouilles sur ce site, sous un mur, parfaitement caché face contre terre, nous avons mis au jour une stèle intacte de diorite, extraordinaire, et qui indique que à l'avant-dernière colonne, il y a 14 colonnes extraordinaires, elle date de 380 avant notre ère, et faite par le pharaon Nectanebo Ier, et qui ordonne à la fin du texte « Et j'ordonne que cette stèle soit érigée dans la ville de Tonis ». Et donc, en deux monuments, nous savions que la ville d'Hérakléon et la ville de Tonis étaient la même ville. Tonis était son nom égyptien, Hérakléon était son nom grec. Donc il fallait arrêter de chercher une autre ville. Les trois villes étaient là, il n'y en avait que deux. Voilà. Et donc c'est à partir de ce moment-là que nous avons arrêté les prospections géophysiques et que nous sommes focalisés sur les fouilles de ces trois sites. Et alors quelle est la spécificité de ce site par rapport justement à des fouilles sous-marines ? Eh bien, ce sont des sites immenses. Aujourd'hui, nous savons que la ville de Tonis et Hérakléon couvre une surface égale à 4 fois la surface couverte par la ville de Pompéi, à ce jour, pour vous donner une idée. Et tous les vestiges sont recouverts entre 40-45 cm au minimum jusqu'à plusieurs mètres de sédiments. Et donc, ce sont des fouilles gigantesques. En fait, nous travaillons sous l'eau comme on devrait travailler à terre, mais nous sommes sous l'eau. Ce sont des fouilles terrestres sous-marines, je dirais. Voilà. Et alors, nous savions aussi par les textes que la ville de Tonis, mentionnée par Hérodote, qu'il a visitée en 450 avant notre ère, mentionnée par Diodore de Sicile, était le grand emporium de l'Égypte, le grand port de l'Égypte sur la Méditerranée, bien avant, bien sûr, la fondation de la ville d'Alexandrie. Et c'est Alexandre le Grand, quand il viendra en Égypte, deviendra pharaon d'Égypte, qui fondera en 331 la ville d'Alexandrie et ordonnera que le commerce de la ville de Tonis soit transféré à la nouvelle capitale. Donc, Tonis a été le grand emporium de l'Égypte environ du 8e siècle avant jusqu'au 4e et même 3e siècle avant. Et par rapport, vous êtes une équipe pluridisciplinaire, est-ce que vous pourriez un petit peu justement décrire votre méthode de travail ? Oui, bien alors, tout d'abord, au tout départ, il faut étudier les textes, que ce soit des textes d'auteurs anciens ou des textes sur les stèles, comme la stèle du décret de Canope, sur les papyrus, et puis nous faisons une étude critique de ces textes. Une fois que c'est fait, il y a des hypothèses de recherche sur des zones particulières, et nous lançons des prospections géophysiques. Alors là, c'est une équipe plutôt réduite, de 10 à 12 personnes, ingénieurs géophysiques, plongeurs spécialisés, et puis, bien sûr, équipage du navire. Et nous faisons des prospections systématiques pendant des mois et des années, et nous plongeons que très peu. Et nous générons des cartes. Et puis ensuite,
vient le temps de l'identification de toutes ces anomalies qu'on peut relever sur ces cartes électroniques, et nous allons systématiquement vérifier. Ça peut être des vestiges modernes, ça peut être des vestiges géologiques, ou ça peut être des vestiges anciens. C'est ce qui s'est passé à Tony-Serraquaillon et à Canop. Et puis ensuite, nous faisons donc des fouilles. Alors, l'équipe de fouilles, là, est beaucoup plus importante. Nous sommes entre 50 et 60 personnes, selon les années, archéologues sous-marins, spécialistes de conservation, préservation et restauration des objets, spécialistes de dessin sous-marin, de photographie sous-marine, de films sous-marins. Il y a aussi, bien sûr, les spécialistes en céramologues, numismates. Donc, ce sont des équipes très lourdes, je dirais. Et nous avons environ 14 archéologues plongeurs qui plongent par équipe de 2. C'est une équipe pluridisciplinaire et qui inclut de très nombreuses nationalités, égyptiens, français, anglais, américains, russes, cubains, philippins, allemands. Donc, nous avons de très nombreuses nationalités. Et nous parlons, c'est un peu la tour de Babel d'abord, on entend parler russe, anglais, français, espagnol, voilà. Mais tout le monde a fini par se comprendre. Et qu'est-ce qui était le plus important, enfin, non, c'est pas ça, lors des fouilles, qu'est-ce qui vous a permis au jour de dresser, enfin, de retenir ce thème des mystères d'Osiris? Eh bien, d'abord, il y avait cette indication sur aspect du décret de Canop. L'avant-dernier jour des mystères, le dieu sort du temple de Amon-Guéreb pour aller à son sanctuaire de Canop. Donc, dès 1881, on savait bien que c'était dans cette région canopique, dans le temple d'Amon-Guéreb, qu'étaient célébrés les mystères. Donc, quand nous avons commencé à fouiller le temple de Amon-Guéreb, au départ, nous avons trouvé de nombreux objets rituels, un peu étranges, et puis un jour, nous avons trouvé une cuve-jardin qui est dans cette exposition, c'est ce grand bassin de granit rose, et le grand Jean Yoyotte, peut-être notre plus grand égyptologue depuis Champollion, était présent ce jour-là. Et je me souviens toujours de sa réaction, toujours très sévère. On a remonté ce monument sur pont. Il a levé ses lunettes. Alors, quand j'ai vu qu'il levait ses lunettes, c'était signe, chose importante. Il a levé ses lunettes, il m'a regardé, il m'a dit « Franck, nous touchons au mystère. » Et il avait tout de suite compris, bien sûr, qu'il y avait une intuition extraordinaire et un savoir et une connaissance fabuleuse. Il avait tout de suite tout connecté et vu que nous étions en présence d'une cuve-jardin qui servait à la fabrication du fameux Osiris Végétans dans le sein du temple, dans le plus grand secret, par le prêtre ritualiste. Et après, nous avons découvert de nombreux objets, dont notamment un objet tout à fait spécifique, qui sont ces grandes louches de bronze, avec parfois un œil d'Horus gravé dessus. Et cet objet, en fait, il est représenté sur les parois des chapelles osiriaques de Dendera, et il a même son nom, et sa forme et son hiéroglyphe, et c'est la grande réunisseuse. C'est cette louche qui va réunir, que le prêtre va utiliser pour réunir les substances qui vont recomposer le corps du Dieu. Eh bien, ces louches, il y en a 19 au musée du Caire qui ont été trouvées depuis le XVIIIe siècle sur les différents sites archéologiques en Égypte. À ce jour, nous en avons découvert 111 sur le site de Tony-Serraquaillon. Et je pense que le site de Tony-Serraquaillon, nous n'en avons pas fouillé plus à ce jour que 2 ou 3%. Ça vous donne une idée. Nous sommes sur les terres d'Osiris.
Il y a d'autres objets aussi très spécifiques, comme ces barques en plomb. Oui, alors on a découvert des choses qui n'étaient même pas attestées par les textes, dont on ne connaissait pas l'existence. Eh bien, dans les canaux qui entouraient le temple de Amon-Guéreb, était pendant la célébration des mystères, le 22 du mois de Koyak, et la célébration commençait le 11 et se terminait le 29, je crois. Eh bien, le 22 du mois de Koyak, l'Osiris végétans, celui qui était fait de limon du Nil mêlé avec des grains d'orge qui avaient germé, devait faire une procession tout autour du temple, donc sur ces canaux. Et au fond des canaux, nous avons découvert des modèles réduits en plomb, le plomb étant le métal mort, le métal osirien, qui représentaient la barque sur laquelle le dieu naviguait au-dessus. Et ces dépôts votifs étaient faits pour sacraliser le parcours, pour protéger le parcours. Eh bien, les textes n'en parlent même pas, et aucun de ces objets était connu avant qu'on les retrouve. Ils sont à l'exposition. Est-ce que vous pourriez rapidement décrire comment procédait-on pour le rite? Alors, rentrons dans les mystères d'Osiris. Alors, tout ce que nous savons, nous le savons par des inscriptions sur différentes tombes et sur différentes chapelles osiriennes, dont notamment les mieux conservées, ce sont les chapelles osiriennes du temple de Dendera, superbement étudiées par Chassina, puis par Sylvie Coville. Alors, sur le mur de ces temples sont gravés 7 textes différents, d'époques variées, parcellaires pour certains, avec des représentations idéalisées de certaines scènes, et qui sont un véritable mode d'emploi jour par jour et peut-être même heure par heure de ce que le prêtre ritualiste faisait dans le plus grand secret. Alors, ces cérémonies des mystères étaient célébrées dans tous les grands temples d'Égypte au même moment par Pharaon lui-même. Évidemment, Pharaon ne pouvait pas être au même moment dans tous les grands temples d'Égypte du 11 au 29 Koyak, et donc il déléguait ses pouvoirs à des prêtres osiriens initiés, qui agissaient en tant que Pharaon. Et Pharaon allait revivre le démembrement, le meurtre de son père, Osiris, son démembrement, sa recomposition, sa renaissance, et la naissance de son fils, c'est-à-dire de lui-même, Horus, puisque chaque nouveau pharaon était un Horus. Et alors, comment ça se passait? Principalement, dans le plus grand secret du temple, le prêtre ritualiste allait fabriquer 2 statuettes, 2 effigies, 2 simulacres du dieu. Une statuette qu'on appelle, nous, l'Osiris végétans, qui était faite de limon du Nil extrait du canal sacré, qui bordait d'ailleurs au nord de notre temple, mêlé avec des grains d'orge. Il en faisait une pâte, il répartissait ces pâtes dans 2 demi-moules à l'effigie du dieu momifié, coupés dans le sens de la longueur. Il disposait ces 2 moules remplis de cette pâte dans la cuve jardin entre des lits de roseaux. Et puis, avec des instruments que nous avons retrouvés et qui sont à l'exposition, il allait pendant 11 jours faire des libations, en fait arroser ces 2 demi-moules, la pâte de ces 2 demi-moules. Et les grains d'orge allaient germer. À partir de ce moment-là, au bout de 11 jours, il allait démouler les 2 silhouettes du dieu, les réunir avec 4 liens de papyrus, puis les envelopper d'un bandage de lin. Tout étant très codifié, ce lin étant cultivé dans un champ sacré, telle personne habillée de telle façon devait faire les semailles, le bœuf devait être décoré de telle façon, telle prière était dite au moment des semailles et du labourage, etc. Ensuite le tissage, ensuite etc. Bon, c'était donc en fait une fête qui durait toute l'année.
Une fois que cette statuette était entourée de bandelettes de lin, il allait l'ensoleiller au sommet du temple sur un socle en or. Et cette statuette allait être décorée et devait faire ensuite un parcours rituel autour de temple nécessaire pour que le Dieu puisse passer dans l'au-delà. Mais il y avait au même moment la fabrication d'une autre statuette. Donc le Dieu n'était pas fini. Et donc il était fragile, car Seth, le mal, était toujours là, prêt à s'emparer et à vaincre, bien sûr, Osiris. Et donc, ce parcours, cette navigation autour du temple était faite dans 34 barques avec 33 divinités qui protégeaient la barque divine osirienne et 365 lampes, et il faisait le tour. Pendant ce temps, dans le plus grand secret du temple, le prêtre faisait un autre simulacre du dieu qui était l'Osiris solaire, l'Osiris Sokar. Alors là, c'était une statuette encore plus étrange qui était faite de pierres précieuses broyées, de pâte de dattes, d'onguents, de parfums, disposées dans 14 vases différents, chacun des vases représentant un fragment du dieu démembré. Et ces matières étaient réunies grâce à la grande réunisseuse, la grande assembleuse, ces grandes louches, et une pâte en était faite. La pâte était mise sous forme d'œuf. Cet œuf était mis dans un vase en argent entre des feuillages de sycomore. Le sycomore étant, on le sait depuis le texte des Pyramides, qui est le plus ancien texte religieux au monde, l'arbre de vie, et symbolise aussi les entrailles de la déesse Nut, mère d'Osiris. Et le prêtre allait porter ce vase en argent sur les genoux d'une statue de la déesse Nut, mère du dieu. Pendant 7 jours, ce vase allait rester sur ses genoux 7 jours. Les textes disent chaque jour est pour un mois, le sycomore est pour Mout, car le dieu était resté 7 mois dans le sein de sa mère. Puis, alors, les textes disent que pendant ces 7 jours, les matières interféraient, agissaient les unes sur les autres, et il y avait des transmutations, c'est le terme égyptien, antique, il y avait des transmutations de matière. Et le dieu prenait corps dans cette statuette, qui allait, ensuite le prêtre allait répartir cet œuf qui avait incubé dans 2 demi-moules en or à l'effigie du dieu momifié, coupé dans le sens de l'horizontale, allait faire moult libations, fumigations et prières, puis allait réunir les deux silhouettes, les envelopper de bandages de lin, et ensuite décorer cette statuette. À partir de ce moment-là, le dieu était fini. Et le prêtre devait mettre ces 2 statuettes dans des sarcophages en bois de sycomore à l'effigie du fils d'Osiris, Horus. Et le prêtre devait ensuite porter ces 2 sarcophages dans un endroit très secret du temple, tellement secret qu'on n'a jamais retrouvé, qui s'appelle le tombeau supérieur, qu'il ouvrait et il y trouvait les 2 statuettes de l'année précédente qui devaient changer par les nouvelles statuettes régénérées du dieu. Et quand il enlevait les statuettes de l'année précédente, pendant un moment, le dieu n'était plus en Égypte. Donc, des dangers énormes menaçaient l'Égypte. Et donc, à ce moment-là, tous les prêtres se mettaient aux porteurs du temple et récitaient, clamaient des exécrations du mal, et des sacrifices d'animaux étaient faits tout autour du temple pour effrayer le mal. Et le prêtre, remplaçait les anciennes statuettes par une nouvelle statuette. Le dieu protégeait l'Égypte. Et le soir tombé, le prêtre, on écartait tout le monde de la zone du temple, le prêtre sortait du temple avec les 2 sarcophages, et à nuit tombée,
devait faire semblant de ne pas savoir où aller en allant à droite, à gauche, en errant comme ça, et il devait trouver par hasard le tombeau du dieu, le tombeau d'Osiris, enfouir les 2 statuettes de l'année précédente, et puis s'en aller. Et au moment où le dieu était enfoui, le dieu, nouvellement régénéré, protégeait l'Égypte du saint du temple. Voilà. Et alors, les objets que vous avez découverts qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'apportent-ils dans la compréhension de ce mythe, de ce rite ? Bien, on a retrouvé, grâce à ces barques, les parcours exacts que faisait le dieu, et on a pu illustrer ce que dit le texte du décret de Canope, c'est que à Canope et Tonis et Rachéon, les choses se passaient différemment. L'avant-dernier jour, le dieu devait sortir du temple d'Hérakléon et aller à son sanctuaire de Canope, mais son sanctuaire de Canope, il était à 3,5 km du temple d'Hérakléon. Donc c'était tout à fait différent. Ce n'était pas un petit tombeau juste à côté du temple, c'était un tombeau plus à 3,5 km plus à l'ouest bien sûr, vers le soleil couchant, vers le royaume des morts. Et là, nous avons retrouvé le canal qui relie Tonis et Rachéon à Canope, qui fait bien la longueur. Et dans ce canal, en faisant des fouilles, nous avons découvert une des barques divines qui transportait le dieu tous les ans. Et le dieu sortait donc de son temple, il allait jusqu'à son sanctuaire de Canope, où il était jeté dans le canal sacré. L'eau du canal sacré étant pour les Égyptiens les humeurs du dieu, c'est-à-dire les liquides qui coulent de son corps en décomposition. Et donc, le dieu était jeté dans ses propres humeurs. Et au moment où il était jeté dans ses propres humeurs, il rentrait et devenait maître de l'au-delà. Et à 3,5 km plus à l'est, dans le sein du temple, bien sûr, il renaissait. Donc là, la thématique, à partir des objets fouillés, on est sur les mystères. Les objets qui sont présentés ici à l'Institut du monde arabe proviennent de vos fouilles, mais sont complétés d'objets provenant de musées égyptiens. Donc comment avez-vous fait le choix de compléter vos fouilles ? Bien, le choix, alors d'abord, l'idée de cette exposition sur les mystères d'Osiris, c'est imposé à nous, année après année, bien sûr, au fur et à mesure des découvertes. Ça devenait évident qu'il fallait faire une exposition sur Osiris, sa renaissance, ses mystères. Et nous avions des objets, bien sûr, extraordinaires, mais il y avait encore plus extraordinaire, c'est que sur les chapelles osiriennes de Dendera, il y a des scènes mythologiques représentées. Or, dans certains musées égyptiens, il y a des monuments extraordinaires qui sont la représentation de ces scènes, en ronde-bosse, notamment 2 monuments, une statue et un monument extraordinaire, Osiris Onofris, Osiris allongé sur son lit nuptial et de mort et nuptial, avec Horus qui le garde aux 4 coins cardinaux, Isis représenté en Milan femelle qui vient s'accoupler à lui pour donner naissance, pour le faire revivre d'abord, et donner naissance à Horus qui le garde déjà aux 4 coins cardinaux, c'est le résumé des mystères qui sont, la légende d'Osiris est un des mythes fondateurs de l'Égypte antique. Donc, c'est le résumé d'un des mythes fondateurs de l'Égypte antique. C'est un monument extraordinaire qui n'est jamais sorti d'Égypte et qui est à l'exposition et que les autorités égyptiennes ont bien voulu nous prêter. Et je dois dire avec réticence au départ, parce qu'il n'était jamais sorti d'Égypte, et c'était un objet extraordinaire. Il y a aussi cette statue extraordinaire d'Osiris s'éveillant, puisque Isis va venir s'accoupler à Osiris, avec les battements de ses ailes le faire revivre, et puis, grâce à sa magie, pouvoir enfanter avec lui le fils Horus. Et
cet éveil d'Osiris est représenté sur une statue extraordinaire qui est au musée du Caire, où on voit Osiris qui se redresse avec la couronne de l'élévation, une couronne Shenmi, qui est faite d'or et d'électrum. Voilà, donc c'était des objets qui me paraissaient évidents, qu'il fallait apporter avec nos objets que nous avions trouvés sur ces terres d'Osiris. Bon, ce sont vos fouilles, mais ces objets ne vous appartiennent pas. Donc, où sont-ils? En fait, sont conservés dans quel musée? Ils sont répartis dans plusieurs musées d'Égypte ou... Oui, bien sûr. Ces objets, bien sûr, appartiennent à l'Égypte. Et certains sont répartis au musée des Antiquités de la Bibliotheca Alexandrina, d'autres au musée national d'Alexandrie. À un moment, la stèle noire de Thémis Arakhéon a été montrée au Caire et maintenant elle est de nouveau montrée à Alexandrie. Et puis, nous avons un très grand dépôt de fouilles au musée maritime d'Alexandrie. Les autres objets provenant des musées, c'est le musée national des Philippines, le musée national d'Alexandrie, le musée égyptien du Caire et le musée des Antiquités de la Bibliotheca Alexandrina. Et la collaboration avec les autorités égyptiennes, comment ça s'est fait pour monter cette exposition? Eh bien, ce n'est pas la première exposition que nous faisons avec le ministère des Antiquités, qui était avant le secrétariat général des Antiquités. Maintenant, c'est le ministère des Antiquités. Nous avions fait une exposition il y a une dizaine d'années, importante. Donc, ils savaient que nous savions faire des expositions, ils avaient confiance en nous, et donc ils nous ont prêté ces documents et ces monuments importants. Ils nous ont permis de pouvoir faire cette exposition dans 3 lieux différents en une première étape. Après, nous verrons. 2006, c'était le Grand Palais. 2015, c'est l'Institut du monde arabe. Comment avez-vous choisi le lieu? Comment s'est fait la rencontre? Eh bien, la rencontre s'est faite presque naturellement, je dirais, avec l'Institut du monde arabe. Je cherchais un site intéressant à Paris et digne de cette exposition. Et quand j'ai rencontré Jacques Lang, le président de l'Institut du monde arabe, il a été enthousiaste. Et avec force et volonté, cette exposition a été montée très rapidement à l'Institut du monde arabe. Un critère important, très rapidement, puisque ça a été à peine 1 an. Finalement, pour la montée. Alors là, on en vient, justement, quand je dis très rapidement, j'ai vu Martine me jeter un regard noir, car Martine considère que je fais les choses parfois trop rapidement, et ne laisse pas assez de temps. Donc il a fallu, et ça j'avais laissé bien sûr Martine en parler, il a fallu d'abord choisir les objets. Bon, les objets s'imposaient par eux-mêmes, mais il fallait écrire un scénario et ce scénario, pouvoir le mettre compréhensible pour le public. Et ça, c'est le travail de Martine. Oui, Franck trouve toujours que c'est même pas 1 an, c'est un peu plus d'1 an, c'est 14 mois. Ça lui semble vraiment un parcours de vacances quasiment, alors que il y a dans la salle des gens qui ont fait des expos que je reconnais, c'est un délai un peu serré. Mais en tous les cas, on travaille dans la plus grande efficacité et confiance, et c'est aussi ce qui permet ces délais quand même serrés. Et nos amis scénographes que nous avons découverts à l'occasion ont eu aussi, pour leur part, à travailler dans des délais très très courts. Ce que je dois dire, c'est que ça serait formidable de faire des expositions avec simplement Franck, qui passerait au milieu des pièces de collection et qui raconterait ses histoires. Parce que vraiment, c'est un formidable pédagogue et quelqu'un qui passe son enthousiasme avec un grand talent. Bon, hélas, on voulait raconter cette histoire et montrer ces objets à plus que 300 personnes. Donc, faire une expo suppose de disposer les pièces d'une certaine manière, de penser à ce qu'on appelle la médiation, c'est-à-dire cette rencontre, en gros, entre des savoirs qui sont compliqués, hein, parce que
même si tu es très clair dans ce que tu racontes, le mythe et les mystères, ce sont des histoires qui ne sont pas très très simples quand même à comprendre. Donc faire une médiation entre ces savoirs, ces collections somptueuses, mais qu'on veut vraiment aider à bien voir et à comprendre et à sentir, médiation entre ces savoirs, ces collections, et puis des publics, en effet, qu'on espère larges, des publics qui sont déjà cultivés, entre guillemets, sur les affaires égyptiennes et égyptologiques, mais aussi des publics qui ne le sont pas. Donc le premier travail a en effet consisté à faire ce qu'on appelle dans le jargon de la muséologie, muséographie, ce qui est mon métier. Je ne suis pas égyptologue, moi. Hein. Donc j'écoute Franck, je lis beaucoup de choses, je m'arrache les cheveux. J'en ai beaucoup, alors je peux le faire. Je réfléchis, je lui pose des questions. Je fais appel aux archéologues qui l'entourent aussi. Et puis nous dialoguons beaucoup, tous les deux. Et de là sort donc ce qu'on appelle dans le jargon un programme ou un scénario, où le séquençage de l'exposition, il y a ici un prologue, 3 séquences, est défini, où les collections sont réparties. Ça, c'est surtout Franck qui le fait parce qu'il en a une connaissance intime et sensible, autant qu'érudite. Et puis moi, je travaille aussi beaucoup sur tout ce qui accompagne ça, c'est-à-dire les textes, les images, les films, les sons, etc. Ça, c'est la première phase, et évidemment, cette phase a eu lieu pendant l'été. Donc, parce qu'il dit 12 mois, mais dedans, il y a un été, n'est-ce pas ? Et donc, j'ai passé l'été avec ce Émile Chassina, qui a écrit un livre sur les chapelles de Dendara. Il est mort, mais enfin, j'ai quand même passé l'été avec lui à lire ses textes et à essayer de comprendre. Parce que pour pouvoir... Alors, l'avantage de ne pas être égyptologue, c'est que je ne suis pas doté de savoir, je n'ai pas de prérequis, en quelque sorte. Donc, j'ai à expliquer à des gens qui sont dans le même état que moi, et ça me rend sans doute attentive à l'intelligibilité des choses. Donc, on a fait cette première phase en dialoguant beaucoup, en réfléchissant, en faisant des hypothèses. L'Institut du monde arabe a regardé notre travail et a proposé quelques modifications que nous avons faites. Et puis ensuite, la deuxième étape consistait à choisir l'équipe de scénographes qui allait donc installer c'est comme un scénario de film, hein, un scénario d'exposition. Tout est décrit, tout est imaginé, mais il faut que ça soit mis en espace, que ça soit mis en meubles, en lumière, en couleur, en matière, en volume, etc. Donc là, je vais vous dire comment ça s'est passé, mais avant ça, je dois faire une petite parenthèse sur un ami à Franck et à moi qui est mort en février 2013 et qui était notre scénographe. C'était Philippe Delis. Je faisais équipe avec lui et nous avons fait pour Franck 2 expositions. Philippe a eu le mauvais goût de se laisser emporter par un cancer en 2013 et nous devions donc trouver une nouvelle équipe de scénographie. On a fait une consultation. On a sollicité 4 équipes et l'équipe de Nicolas et de Sylvain nous a été d'ailleurs indiquée, soufflée par Aurélie Clément-Ruiz, qui est la responsable des expositions temporaires ici, équipe que pour ma part je ne connaissais pas, je le reconnais avec beaucoup de franchise, et nous avons été absolument emballés par la rencontre qui s'est produite entre notre équipe, notre équipe à Franck et moi et au sens élargi, et Sylvain et Nicolas. Qu'est-ce qui vous a plu dans le projet et la proposition de ces 2 scénographes ? Alors vous allez enfin le savoir. Ils étaient jolis tous les deux, ils étaient mignons.
On avait envie de travailler avec des beaux gosses. Non, je blague. Qu'est-ce qu'il y avait? Alors d'abord, ils font la gueule quand on dit des choses comme ça. Cela dit, objectivement, on n'aime pas travailler. Non, alors sérieusement, quand on fait... Il se trouve qu'ici, on n'est pas... Enfin, on n'était pas dans un cadre de marché public. Donc on n'est pas dans un cadre de marché public, non. Donc on avait un peu de liberté dans les choses qu'on a demandées en phase de concours. On a demandé une esquisse, c'est-à-dire que les ambiances générales de traitement de l'espace, que vous avez sans doute arpenté, devaient être figurées sous forme de perspectives, de dessins. On a demandé une implantation physique, matérielle de notre scénario, ça va pas ? De notre scénario et de nos collections. Et puis, un principe général de circulation. Et puis, on avait demandé aussi, et je le précise, bien qu'il n'y ait pas de représentant de l'équipe à laquelle vous êtes associés, on avait demandé dans cette consultation que les scénographes fassent appel à un autre savoir-faire. Scénographe, c'est le travail de l'espace, hein, et du mobilier, et de la lumière et des volumes. Il y a deux autres savoir-faire fondamentaux qui interviennent dans la création d'une exposition. C'est le travail du graphisme. Et le graphisme, ça ne signifie pas seulement les panneaux. D'ailleurs, il n'y a pas de panneaux, il y a des textes, il y a des images, il y a des éléments graphiques. Et puis, il y a un autre travail très important dans les expositions qui est remarquablement réussi dans celle-ci, qui est le travail de la lumière. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point c'est Gérald Karilkov qui a fait la lumière. Il est fin, il est précis et il augmente la puissance évocatrice de ces objets et il donne à la fois à les voir mieux, mais aussi il leur rend une part de leur mystère avec un petit thème. Il les singularise, il les individualise, il les fait vivre vraiment. Enfin, il leur augmente leur intensité. Et il se trouve que Sylvain et Nicolas, comme les trois autres équipes qu'on avait consultées, on a consulté 4 équipes, avaient eux-mêmes fait appel à une équipe de graphistes qui s'appelle Desplis, qui a donc fait le graphisme de l'exposition, et à ce monsieur Lumière, monsieur l'éclairage. Et là, le projet que vous nous avez fait, que je vais vous laisser présenter, nous a beaucoup plu pour l'ensemble de ses composantes, c'est-à-dire le traitement de l'espace, le design général, le climat qui allait régner dans l'exposition, que ce soit celui qui s'exprimait dans les images qui nous ont rendues, comme celui que l'on pouvait potentiellement sentir être celui auquel on arriverait au bout de quelques semaines et mois de travail. Quand on juge un concours, on juge aussi, je vais employer un mot affreux, mais j'en ai pas d'autre, si tu en as un, le potentiel, enfin la capacité d'évolution par rapport à une proposition initiale. Il y a des projets qui sont fermés, et qui sont rigides, et il y a des projets dont on sent qu'ils sont déjà dans la bonne voie, et qu'en travaillant un peu, on va rendre vraiment formidable. Donc il y avait le niveau général de bonne compréhension du propos. Franck souhaitait en particulier qu'il y ait un climat très intime. On était dans une cérémonie initiatique réservée aux prêtres. On était dans une procession. On allait convier le public à y virtuellement participer à cette cérémonie. Il y avait véritablement ce climat dans les propositions que vous avez faites. La fonctionnalité, c'est aussi quelque chose qu'on regarde de près, c'est-à-dire est-ce que ça circule bien, est-ce que c'est bien adapté au lieu en termes de volume, de fluidité, etc. Il y avait un objectif de budget, puis je la ferme, hein. Il y avait un objectif de budget on avait dit ça devra coûter tant, et vous devrez nous expliquer comment ça coûtera tant, et vous l'avez fort bien fait. Et puis, la proposition de graphisme était très, très fine, très surprenante.
Et c'est tout ça qui a fait que ce projet nous a plu, mais pour être tout à fait franc, et vous le savez fort bien, il y avait un autre projet qui nous plaisait aussi. On a eu un peu de mal à faire le choix définitif. Alors, ce qui est peut-être intéressant, je peux leur poser une question, c'est que vous nous disiez comment... parce que, en fait, un concours, c'est un truc affreux, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se parler. On envoie un document, tout est écrit, et puis vous avez des choses écrites, et vous devez gamberger, imaginer les choses, sans qu'il y ait la moindre séance de travail entre nous. Les séances de travail, elles viennent après, une fois que l'équipe a été choisie. Donc, je ne sais pas quelle sensation vous avez eue en découvrant les collections et le... Bonsoir. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que pour un concours, on reçoit, en l'occurrence, Martine parle beaucoup, mais elle écrit beaucoup. Donc, on a reçu un synopsis, un scénario d'exposition assez important, une liste d'œuvres qui était déjà complète. Donc, on avait vraiment un programme déjà bien écrit, bien séquencé. On reçoit aussi les plans du bâtiment, on fait une visite du bâtiment. Il faut savoir, pour ceux qui ont vu l'exposition, qu'en gros, les murs sont un peu comme ici. Donc on est en plein jour. Donc ça donne déjà des contraintes pour la circulation, pour l'orientation, la mise en ambiance. Après, par rapport au sujet, se démarquaient quand même quelques thématiques. Le mystère. Donc on a tout de suite eu une envie de effectivement plonger la salle plutôt dans l'obscurité et de mettre vraiment en valeur les œuvres, en ayant toujours cet aspect d'être sous l'eau. Parce qu'en fait, la plupart des objets ont été trouvés sous l'eau, avec une petite trentaine d'œuvres, quarantaine d'œuvres, qui viennent de la terre. Donc il fallait pouvoir à la fois dissocier ce qui venait de sous l'eau et ce qui venait de la terre. Alors ça, c'est pas forcément fait directement au concours. Donc voilà, au concours, on rend effectivement après un plan, des perspectives, une ambiance, des couleurs et des images 3D. Voilà, vraiment des perspectives ambiancées qui donnent une idée du parcours, de la circulation, de l'ambiance, avec, je rajouterais cette petite particularité, c'est que l'exposition est prévue pour l'itinérance. Voilà, qui est aussi une petite... complexité à laquelle il fallait penser au moment du concours pour le développement du projet. On peut peut-être préciser aussi que ce concours était un peu particulier parce qu'il y avait une proximité dès la seconde où ils ont pressenti plus de notre équipe de séances de travail intenses qui ne se font pas dans tous les projets, où surtout vous nous avez permis de comprendre plus profondément le sujet par rapport à notre première esquisse. Et on a passé un jour sur deux quasiment ensemble pendant 2 à 3 semaines. Et il faut vraiment dire que c'est aussi de ces dialogues que la forme finale de l'exposition s'est dessinée. Non pas parce qu'on nous donnait des instructions en termes d'espace ou de couleur ou quoi que ce soit, mais parce qu'on réagissait sur la compréhension du contenu et donc une meilleure articulation de l'exposition qui nous amenait à des nouvelles propositions spatiales, à une rythmique dans l'exposition et encore au-delà, même à des couleurs. Donc c'est assez rare qu'il y ait un travail aussi proche entre les commissaires et scientifiques et scénographes. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est arrivé à un résultat qui est aussi un peu différent de ce qu'on fait d'habitude dans d'autres projets, où il y a il y a un scénario, un programme, et il y a aussi du coup dans l'espace une histoire qui se déroule et qui est vraiment très élaborée par rapport à ces données-là. Ouais. Et comment se construit la progression justement entre le prologue et puis l'ouverture à la fin ? Ce qui était... Il y a plusieurs données. On ne va pas entrer dans les détails techniques, mais il y a aussi le flux des visiteurs qui est important. Et donc le premier espace n'est pas censé faire un blocus. Donc ça a dessiné un peu la forme évidée de ce premier espace, dans lequel il fallait passer assez rapidement pour ne pas créer de congestion. Et ensuite commencer vraiment la visite avec les pièces exposées.
Il y a aussi une autre donnée qui était que l'espace est sur 2 niveaux pour ceux qui l'ont visité, donc ça crée un peu une scission naturelle dans la visite avec un escalier entre les deux. Donc ça a composé la proposition d'avoir la première section au niveau 1 qui était de surface plus réduite et développer les sections 2 et 3 au niveau 2. Sachant que la plus importante était celle consacrée proprement dit au déroulement des mystères. Donc c'est l'axe principal de l'exposition. Donc l'articulation s'est créée un peu naturellement entre on entre, on a quelques informations, on découvre des personnages, on passe au niveau supérieur, on rentre dans les villes dont il va être question, on vit les mystères et ensuite on vit la vision au travers du temps de ces mystères. Donc l'espace nous a beaucoup influencé aussi dans cette façon de construire l'exposition. La particularité des trouvailles de Franck, c'est que les pièces sont parfois de taille raisonnable, et puis parfois c'est tout à fait déraisonnable, puisqu'on a ces statues monumentales de 4 ou 5 mètres. Et c'est vrai qu'à l'Institut du monde arabe, les hauteurs sous plafond ne sont pas, on les a pas sur les 1000 mètres carrés, on les a sur un tiers de l'exposition, de la première séquence. Mais ce que dit Sylvain, c'est que il y a une structure du parcours qui est très très décrite tout de suite. On savait très bien qu'on avait un prologue et 3 séquences. Toute la difficulté consiste ensuite à faire ce qu'on appelle une adéquation entre un propos, un contenu, c'est presque une c'est à la fois une histoire, c'est une participation et c'est une démonstration un peu aussi, et un espace. Donc il y a tout ce jeu d'aller-retour entre le fond et la forme. On se tutoie depuis, vous pouvez peut-être dire un mot sur ce qu'ont fait les graphistes. Justement, je voulais revenir à ce qu'on parlait du concours. Comme tu l'as bien dit, Martine, on choisissait les gens avec qui on voulait présenter ce concours. On a tout de suite eu une évidence de vouloir travailler avec des graphistes, je ne sais pas si les autres l'ont fait, qui maîtrisaient l'animation graphique. C'est-à-dire que ce n'est pas, comme tu l'as dit, de la médiation disposée dans l'espace. On voulait faire des animations pour vivre la procession. Ça nous paraissait assez évident. Et effectivement, après Gérald pour l'éclairage, avec ses talents les talents de la moustache de Gérald. Il nous a fait des choses assez incroyables avec des techniques assez étonnantes. Après, la présence de l'image dans l'exposition, du coup, le traitement graphique, on a essayé d'éviter d'avoir de la photo ou de la vidéo, donc on le retrouve à quelques endroits, mais disséminés dans l'exposition. L'idée était vraiment de faire un traitement graphique des images, soit des reprises au trait, des frises, soit un jeu de points pour les images qui permet de lire l'image, mais de ne pas avoir une information, une masse de couleurs ou une masse d'informations dans une image. C'est vraiment un traitement graphique d'accompagnement de la visite et du texte. On voit qu'un soin a été vraiment très particulier, aussi bien pour les petits objets comme cette plaque avec la tête d'Amon, où on a ce jeu de miroir et la lumière qui le met vraiment très bien en valeur, comme pour les grandes pièces ou les ensembles d'objets où il y a toutes les statues d'Osiris. Est-ce que vous pourriez un petit peu justement évoquer comment vous avez pu apporter justement telle attention, tel regroupement d'objets? Alors pour les regroupements d'objets, ils étaient déjà définis. Il y a eu au moment des discussions, quelques petits changements ou petits calages, mais en l'occurrence, les regroupements étaient déjà faits. Par contre, certains objets présentent des particularités. Effectivement, cette œuvre-là qui est double face, il faut trouver un moyen de montrer les doubles faces. Donc là, en l'occurrence, c'était avec un miroir et un jeu d'éclairage assez subtil, un éclairage rasant. Il y a d'autres œuvres, comme par exemple Happy, qui fait 5,50 m de haut, 5,5 tonnes, qu'il faut faire rentrer dans l'espace et qui doit tenir pendant quelques mois en place sans descendre dans la librairie. Donc voilà, il y a quelques contraintes à prendre. Voilà. Mais si vous ne les avez pas vues, c'est parfait.
Peut-être qu'on peut dire aussi qu'il y a eu un vrai travail de composition dans les vitrines, parce que la particularité de cette exposition par rapport à d'autres qu'on a eu à traiter, c'est qu'il n'y a pas d'objet 2D, il n'y a pas de document graphique historique, ce qui est très bien. Mais donc il y a beaucoup de vitrines pour protéger des objets. Il y a des petits objets qui sont vitrines, des grands objets qui ne sont pas sous vitrine. Donc il y a eu un vrai travail là aussi, et encore une fois avec Franck et Martine, sur à partir de regroupements qui a été imaginé, il y a quand même plus qu'un objet qui a un peu bougé, parce que finalement l'espace donnait des idées à Franck et Martine de mettre un objet qui était prévu même dans telle séquence, finalement dans une autre éventuellement, de temps en temps. Mais c'était justement, non, c'était vraiment un dialogue riche, et c'est pour ça qu'il y a une construction qui est aussi sensible, je pense, dans le résultat. Et dans chaque vitrine, donc on a composé à l'échelle de l'espace, et dans chaque vitrine même, il y a eu un gros travail de composition des objets dans la vitrine pour que ce ne soit pas des alignements stériles, qu'il y ait un dialogue entre les pièces, que l'éclairage aussi vient évidemment magnifier, que le graphisme vient surligner de temps en temps. Donc il y a eu, c'est vraiment comme s'il y a une mini-exposition dans chaque vitrine. En fait, il y a eu vraiment un gros travail effectué sur ces compositions. Ouais. Je viens de perdre mon idée. Donc, oui, donc Martine, vous vouliez parler des images animées. Parce que je disais à Stéphanie que il ne faut pas oublier de parler des images et du son, parce que dans l'exposition, il y a cette très belle mise en valeur des collections que vous avez faites. Et puis, c'est une autre proposition que nous ont fait Sylvain et Nicolas, c'était d'avoir ces grandes failles, ce que dans notre jargon momentané, on a appelé des failles, c'est-à-dire ces grands rectangles de lumière photographie, et lumière qui vient derrière des photographies. Et c'est le climat sous-marin dont tu parlais à l'instant, Sylvain. Vous avez eu l'idée de le donner à travers ces formes géométriques très hautes et fines que vous avez appelées des failles. On peut peut-être dire un mot. Il y a une chose importante peut-être par rapport à cette approche, c'est que on était en osmose complète sur le fait qu'on ne voulait pas faire de la reconstitution. Donc ça aussi, c'était une donnée essentielle, je pense, de notre proposition au départ, qui était très contemporaine, très épurée. Encore une fois, on ne sait pas ce qu'ont fait les autres équipes, mais en tout cas, on voulait, c'était un trait important pour nous, pour magnifier les pièces et non pas pour les polluer. Et tous, par exemple, les failles dont tu parles et le choix des images qui a été très précis entre nous tous, c'était, par exemple, si vous l'avez vu, ce sont des images d'effets d'eau qui ont été pris sur site, hein, mais où on ne voit pas des pièces de collection, c'est pas montré sous l'eau en grand la pièce qu'il y a exposée devant ou à côté. Donc il y a vraiment eu une volonté d'épurer la scénographie tout en la conservant expressive. Donc ça, je pense que ça a été un des plus gros défis pour nous, et c'est par exemple l'idée de ces failles verticales qui sont comme une ouverture sur la mer Méditerranée. Sans reconstitution, c'est presque il y a un peu une dimension d'installation en fait dans la scénographie, je pense, par rapport à l'opposé de reconstitution. Et passer de quartier à cette exposition d'archéologie, finalement, on est dans deux univers complètement différents, mais j'imagine qu'on retrouve votre signature d'une façon ou d'une autre. Quelle serait-elle ? L'immersion, dans ces deux cas-là. Pour ceux qui ont eu l'exposition quartier, alors c'est vrai qu'on pourrait les comparer parce qu'il y a eu un très gros apport des graphistes dans les deux expositions, et de l'éclairage d'ailleurs, des espaces véritablement immersifs, c'est-à-dire qu'on vit une expérience de visite et on n'apprend pas seulement des choses, qui est quand même la base de l'exposition, et d'admirer les pièces. On oublie qu'on est à Paris, et dans les deux expositions, il y a vraiment eu le cas où on a voulu rompre avec de la muséographie classique et immerger les gens, même si le mot est un peu galvaudé, immerger maintenant, mais c'est véritablement le cas dans ces deux expositions, d'immerger dans un univers particulier, inhabituel, onirique,
Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans les deux expositions. Voilà, donc c'est une aventure aussi, c'est une aventure le temps d'une heure et demie pour le visiteur. Ok. Peut-être pourrait-on passer aux questions dans la salle si certains aimeraient souhaiter des questions. Merci. Bonjour. J'aurais voulu savoir comment, donc vous avez parlé du concours, j'aurais voulu savoir comment est-ce que vous rentrez en contact et comment est-ce que naît en fait, comment se crée l'exposition. Vous avez parlé du moment où vous avez eu l'idée, du moment où il y a effectivement le concours, de la réflexion de muséographie, etc. Et j'aurais voulu savoir comment est-ce que chacun d'entre vous rentre en contact et comment est-ce que émerge une exposition, et cette exposition en particulier. Oui, je peux répondre. Il y avait des noms connus, très connus. On était à l'écoute. Martine connaissait de réputation parce qu'elle a une connaissance fine de toutes les expositions qui se font sur la place au nom de certains scénographes. Lima nous a aussi recommandé certains scénographes dont ils appréciaient le travail. Et il y a eu une présélection comme ça de 4 cabinets de scénographie et on a lancé le concours sur cette base. Alors ensuite, ça marche ? Ensuite, Franck et moi, on a fait notre première exposition ensemble il y a 20 ans, puis il y a 10 ans une autre. Entre-temps, je travaille avec et pour d'autres gens, mais Franck m'a fait cet honneur de me demander de travailler avec lui. Les scénographes, graphistes et conception lumière étant choisis, il y a derrière d'autres équipes qui vont travailler. On ne va pas vous infliger chaque étape de la conception d'une exposition, mais dans l'exposition, il y a par exemple du son, il y a certains climats sonores que vous avez sans doute remarqués. On a décidé, Franck et moi, de faire appel à Louis Dandrel, qui est un designer sonore qui a déjà travaillé pour nous et qui nous plaît beaucoup. Les images animées de l'exposition, les vidéos, ont été confiées au réalisateur vidéo que Franck fait travailler depuis 20 ans. Parce que c'est ça qui est important aussi dans les expositions que nous faisons, c'est qu'on a des collections d'objets merveilleuses et on a aussi des collections de films merveilleux. Alors des sujets ont été remontés pour la circonstance avec un certain rythme et une certaine narrativité. Et puis, du côté de la fabrication de l'expo, je vous laisse peut-être dire comment ça marche, c'est-à-dire que vous décrivez ce que vous voulez voir construit et fabriqué. Donc on fait le choix des équipes avec qui on veut travailler. Après, on fait toute la partie de conception jusqu'à faire un cahier de plans assez important pour faire chiffrer des entreprises. Là, on est en marché, en appel d'offres. Les entreprises sont choisies. Et après, suivi de réalisation et suivi de chantier jusqu'à livraison. Alors, on a fait le chantier au mois d'août, parce qu'au mois d'août, il n'est pas question de ne pas travailler. Donc on a fait le chantier au mois d'août. C'est le deuxième été. Très agréable, il faisait très beau, ça circulait bien dans Paris. Et on s'est régalé. C'était vraiment un chantier qui s'est passé dans un bon climat. C'est pas toujours le cas. Mais là, voilà. Et Franck était d'un tempérament plutôt pacifique et arrangeant. Donc tout s'est très très bien passé. Voilà. C'est pas une blague, hein. Et on a ouvert le 6 septembre. Donc dans les délais qui étaient courts. Est-ce que vous pouvez dire un mot des délais pour que Franck comprenne que c'est court ? Les délais ont été courts du début à la fin. Ça veut
veut dire qu'il n'y a jamais 15 jours où on s'arrête de travailler sur l'exposition, Mais même pas une semaine. C'est à flux tendu, comme on dit dans la grande distribution. Ce qui est des fois pas plus mal. Si, je dis ça parce que des moments, il peut y avoir des périodes de creux d'un mois, il se passe très rien. mauvais, période de creux Voilà. d'un mois, oui, c'est sûr. Ouais. On C'est n'a la pas eu de déprime. creux. Osiris nous manque. Ce qui s'est très bien passé aussi, c'est tous les allers-retours avec les gens de l'Institut du monde arabe, hein, qu'on doit vraiment honorer et remercier. Il y a eu une grande complicité, une grande complémentarité. Ça s'est vraiment formidablement passé. Sachant que les espaces qu'a livrés l'architecte Jean Nouvel ne sont pas toujours 100% simples, mais on avait des interlocuteurs au sein de l'IMA formidables qui ont facilité le travail. Et on a travaillé en très belle intelligence tous ensemble. L'un d'entre vous a parlé d'une exposition qui pouvait être itinérante. Est-ce que vous avez par hasard une idée de sa future destination? Oui, après Paris, cette exposition ira au British Museum pour 6 mois. Et je crois que le British Museum a choisi On a la chance de suivre en tout cas cette étape. les mêmes scénographes. D'autres questions? Merci madame. Merci. Qui se charge de financer, en fait, de produire du point de vue financier, de contacter les mécènes? Est-ce que c'est l'Institut du monde arabe et comment vous assurez la rentabilité? Est-ce que c'est uniquement sur ce lieu ou sur plusieurs années d'exploitation? Alors, j'ai la chance extrême d'avoir la E.T. Foundation qui est mécène pour toutes mes activités en Égypte, aussi bien de recherche, de fouilles, de publications et d'expositions. Et donc, la E.T. Foundation a soutenu la création de cette exposition. Et évidemment, c'est dans une perspective de 3 sites pour essayer d'équilibrer, bien sûr, les budgets, car il y a toujours cette contrainte légitime. Oui, absolument. Nous continuons les fouilles. Nous y étions en mai-juin dernier et nous avons fait des découvertes de quoi faire. Martine n'écoute pas, une nouvelle exposition. Y a-t-il des pièces qui n'ont pas pu être exposées et pourquoi? Non, toutes les pièces ont été exposées. Nous avions un très grand problème avec les pièces colossales, notamment la grande stèle de Ptolémée VIII qui pèse 18 tonnes et dont les dimensions ne convenaient pas, bien sûr, à l'intérieur de l'Institut du monde arabe. Et c'est pour ça qu'il a été conçu une exposition sur le parvis ou l'esplanade, pardon, je me trompe toujours, sur le parvis de l'Institut du monde arabe, où on a mis le roi qui sort du temple tenant le mékès et le titre de son pouvoir dans son point droit, accompagné de la reine sous forme d'Isis, et la grande stèle de Ptolémée VIII, qui est un objet extraordinaire et qui parle de l'histoire du temple d'Amon-Guéreb. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous pour cette participation. Merci à vous également. Merci beaucoup. Et à très bientôt.